Pour moi, le moment le plus difficile en Israël, ça a été la première guerre du Golfe. On se retrouve Tel Aviv et Haïfa sous les Scud irakiens. Et nous, on est enfermés avec nos 3 enfants. Et j'entends les télévisions étrangères qui disent « c'est une attaque d'ogives chimiques ». Alors là, c'est affreux. Et toute l'histoire revient. La famille de mon mari, en 1939, ils étaient 700. Ce sont des familles de Haridim. En 1945, ils étaient 2. Ils ont tous fini gazés à Auschwitz. Tout d'un coup, je suis écrasée par l'histoire complètement. Daphna Poznansky-Benamou, bonjour. Bonjour. Pourquoi tu as décidé, il y a déjà pas mal de temps, je crois que c'était en 68, de t'installer en Israël? Mais c'est bien avant, parce que je crois que j'ai commencé mon aliyah, j'étais une toute petite fille. Je suis dans la grande synagogue d'Oran et j'entends chanter la tikva pour la première fois de ma vie. J'étais très émue et c'est la première fois que j'entendais parler d'Israël. Alors j'ai posé des questions et donc on m'a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Pour une petite fille, c'est un conte de fées. Alors bon, j'habitais Oran, donc en 62, je fuis Oran avec ma maman et puis j'habite à Marseille. Dès 63, je dis je veux rentrer dans un mouvement de jeunesse et je rentre au Bnei Akiva, où d'ailleurs je vais rencontrer très rapidement celui qui deviendra mon mari. Et bon, on était des idéalistes avant tout, tous les deux. Et à peine on se marie, on décide un mois après de partir en Israël. On est en 68, 69. Juste après la guerre des 6 jours. Absolument. Ça avait pesé aussi dans la balance. C'était un tout. C'était un tout. Et donc on part, mais on part muni en fait que de notre idéal uniquement, sans peut-être trop réfléchir. Et donc mon mari prépare la Mechina pour entrer à l'université de Jérusalem. On habite Beth Shemesh, c'est la sorte qui nous trouve un appartement. Il y avait pas d'eau chaude, il y avait une seule porte, la porte d'entrée. On mourait de froid en hiver. Enfin, c'était des conditions assez bizarres, de pionniers, voilà, de pionniers. Puis voilà, ce qui se passe, c'est que à l'époque, il n'y a pas les chaînes de télé continues, d'info continue. Et en fait, il y a la grippe de Hong Kong qui s'abat dans le monde entier. On n'en parle pas. Il y a des morts partout. Il y a des morts en Israël. Moi, je l'attrape, la grippe de Hong Kong. Je tombe très malade. Vraiment, j'en réchappe de justesse. Et je me remets pas de la grippe de Hong Kong. Et les mois passent, je me remets pas. Et en fait, je pars à Nice, chez mes beaux-parents, pour essayer de me remettre. Pendant ce temps-là, mon mari passe ses examens, il attend patiemment les résultats et il n'a jamais le résultat des examens, pense qu'il a échoué, il me rejoint, on décide de rester en France pour le moment. Et en fait, il avait réussi. Mais il ne le savait pas parce que... Non, le Minhal Studentim de l'époque ne lui a jamais donné le résultat de ses examens. Donc, on est à nouveau en France. On fait des études, Vous commencez votre vie. Commence une vie. Mais quand on est revenu, on était quand même très déçus. Et on s'était dit, dans 10 ans, on revient. Donc on est en 69 et on se dit, dans 10 ans, on revient. C'est difficile de prendre un pari pareil, surtout quand on sait qu'on va commencer on est 2 idéalistes. Sa carrière professionnelle, etc. Oui, on était quand même restés 2 idéalistes. Et donc, en fait, en 78, c'est une vie de confort, on réussit. Moi, je veux me lancer dans le droit administratif, j'adore ça, j'ai fait des études de droit public. Ce que je veux, c'est défendre les droits des citoyens. Et votre mari fait quoi? Il est dans la banque. Et donc, le seul souci, c'est de savoir si, voilà, enfin, bon, tout va bien. Et en même temps, on se pose une question. Voilà, on arrive à un moment clé, on reste, on se renie, donc on renie la promesse qu'on s'est faite. C'est très difficile. Et à ce moment-là, il arrive quelque chose. C'est Rosh Hashanah, 78. La mouvance d'extrême droite jette une grenade dans le jardin de la communauté juive de Nice, que notre fils aîné devait intégrer 1 an plus tard. Et alors là, c'est fini. Disons que il y a plus de questionnement. On se dit non. Non parce que... Ça fait comme un réveil, en fait. Il y a ce côté politique, en quelque sorte, d'extrême droite. Et il y a aussi le côté de la République, c'est-à-dire moi j'ai été élevée dans le drapeau français. Et pour moi la République française c'est kadosh entre guillemets. Sauf que l'autorité c'est le préfet et le préfet dit aux dirigeants de la communauté juive chut,
silence, il s'est rien passé, il faut pas en parler. Et là, je suis prise d'une vraie colère. Donc là, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Ça passe encore moins que l'attaque de la mouvance d'extrême droite. Parce que je me dis, on ne viendra pas me chercher. Le grand-père de mon mari, il a été il est parti encadré par 2 gendarmes français. Il est parti à Drancy et ensuite à Auschwitz. Il n'est pas revenu. Donc cette histoire pèse. Et je me dis, ça ne sera pas notre voie à nous. Je veux pouvoir me défendre. Moi, si je dois mourir, je mourrai les armes à la main. Je mourrai debout. Ça nous renvoie à la promesse qu'on s'est faite, complètement. Et là, on a la réponse. Donc, on part, on achète quelque chose à Ranana, et ensuite, le 31 octobre 1979, enfin la veille, on est allé dire à la Sorte-Noute de Nice, on est évidemment connu comme le Loup Blanc, et on lui dit, on veut rien de la Sorte-Noute, on vous dit seulement qu'on arrive, et on veut la Théoda Tollé à l'aéroport parce qu'on a un bébé de 2 mois, on peut pas perdre notre temps. C'est tout. On ne veut rien de vous. Pour moi, ça a été difficile dans le sens où je me suis retrouvée avec un enfant de 3 ans, un bébé de 2 mois. Je parlais pas l'hébreu à part Shalom, à part l'hébreu des prières. Mais enfin, bon, ça sert pas évidemment dans l'épicière, ça sert à rien, n'est-ce pas, d'accord? Donc en fait, pour moi, ça va être très difficile parce que je peux faire finalement que 2 mois d'Ulpan en tout pour tout. J'allaite mon enfant. Donc c'est très difficile. Et finalement, je vais apprendre l'hébreu de manière étrange, c'est-à-dire en écoutant les journaux télévisés. Il y avait une chaîne de télévision en noir et blanc. Et j'écoutais comme si c'était la parole du ciel, ces informations. Et puis, 1982, c'est la première guerre du Liban. Et là, moi qui suis passionnée de politique, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Donc j'ai Galette Sahel à fond et je suis là devant mon transistor sur Galette Sahel et j'essaye d'écouter ce qui se passe. Et là, ça rentre l'hébreu. Ça commence à aller mieux. Ah oui, ça commence à aller mieux. Je commence à comprendre de quoi il parle. Ton mari a été mobilisé pendant la première guerre du Liban. Alors, de toute façon, il a dû faire un certain nombre de mois. Bon, il était père de famille, il avait des enfants, donc il n'a pas fait 3 ans. Mais si mes souvenirs sont bons, il a fait 6 mois. Et il a été mobilisé pendant la guerre du Liban. Pour finir avec l'Aliyah, on est à Ranana, et 6 heures du matin, j'entends hurler dans la rue, « Daphna, Daphna !» Et je fais un bond, je sors de mon lit, et je me dis, quel merveilleux pays. Ils savent déjà que je suis là, on m'appelle. C'était la voisine. Mais parce que ce qui se passait, c'est que j'étais la seule en France alors à s'appeler Daphna. Donc voilà, c'était un souvenir, j'entends encore effectivement, voilà, c'est un souvenir drôle en fait. Mais bon, il y a eu des moments étonnants où il y a un gros ponte de la Jean juive qui veut me faire visiter, sans doute pour m'impressionner, la Knesset. Alors il me présentait ministre, Nola Hadasha. Et à la fin, on sort, il me dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, je dois te dire la vérité. Il me dit, oui, c'est pas un lieu où souffle l'esprit. Je continue à penser, c'est exactement ça. Ça, c'était un peu plus tard, mais qu'est-ce qui se passe après le Liban? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez? Comment vous installez? Moi, je commence, je ne vais pas parler pour mon mari, lui, il refait des études complètes. C'est-à-dire, lui, il n'était pas du tout là-dedans. Et comme il avait, soi-disant, faussement échoué à l'école dentaire, il refait des études ici. Il va aller à Tel Shomer, il fait des études de kinésithérapie. Donc lui, il n'a jamais eu de problème pour ça, parce qu'en fait, il était thérapeute d'Israël. Parce qu'après, il y a eu des problèmes des équivalences de diplôme. Mais moi, je m'occupe de mes enfants. Dès qu'ils commencent à grandir, je me fais un kiff, je fais une maîtrise en littérature. J'avais déjà une maîtrise en droit, mais je fais une maîtrise en littérature française et comparée. Et là, j'étais extrêmement fière de moi, parce que je reçois un télégramme. On recevait des bleus avant encore. J'ouvre et j'étais la seule à l'époque, avoir passé ma maîtrise de littérature avec mention bien. Moi, la petite Tel Avivienne. Donc, j'étais très fière en tant qu'Israélienne. Voilà. Donc, en fait, on comprend que tu t'es très bien acclimatée. Tu as appris l'hébreu à force d'écouter la radio. Tu retournes à la fac. Oui. Et puis, ce qui se passe, c'est que tu as fait grandir tes enfants. Pour l'instant, ça va. Et immédiatement, dès que les enfants vont être un peu grands, je m'implique dans l'accueil des nouveaux immigrants. Ça, c'était important pour toi? Très important. J'avais, hélas, passé un certain nombre de péripéties que je voulais leur éviter. D'accord? Donc, à l'époque, la grande association, l'unique association qui avait s'appelé l'UNIFAN. Vu mes compétences en droit, j'intègre la commission de contrôle de l'UNIFAN. Et donc, je vais vraiment m'impliquer.
Et je me rends compte très rapidement, ça c'est 92, 93, je me rends compte que il y a des décrets dans la République française qui concernent les Français de l'étranger, qui ne sont absolument pas appliqués par les autorités consulaires de l'époque. Notamment, par exemple, on avait des besoins en aide sociale. Il n'y avait rien. Je me dis, comment je fais pour faire quelque chose? Je crée une association, l'association de la DFI, pour défendre les droits des Français d'Israël face aux autorités consulaires. Et donc, je vais commencer là vraiment à prendre ça très au sérieux. À prendre ça très au sérieux. C'était pas un temps où on pouvait prendre l'avion comme on va au super ou comme on pouvait avoir des livres. Les livres en français coûtaient une fortune. Et là, je vais créer avec cette association 25 espaces francophones dans des bibliothèques des mairies. Nous allons ramasser des livres et nous allons les redonner. Donc une action qui existe dans différents points de vue. Sociale, beaucoup de choses, juridique, francophonie, culturelle, voilà. J'essaie vraiment de faire bouger les choses. C'est très important pour moi. À quel moment tu décides d'aller encore plus loin? Quand je me rends compte que le réseau associatif, c'est pas suffisant, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en étant simplement associatif, qu'il faut passer à un niveau supérieur, qu'il faut passer à un niveau politique. J'essaie de rencontrer des gens. Par le plus grand des hasards, je rencontre un sénateur des Français de l'étranger et je lui explique mon projet et puis il va croire en moi. C'est lui qui va te mettre le pied à l'étrier. Oui. Oui, et donc je rentre en politique. Ce qu'il y a, c'est que je veux défendre les droits des Français de l'étranger. Et en particulier, évidemment, les droits des Français d'Israël. Donc quand tu dis je rentre en politique, c'est quoi? Tu rentres au PS? Il se trouve que c'est un sénateur socialiste. Donc je rentre au PS et voilà, je deviens membre du bureau de la Fédération des Français de l'étranger. Tu es là en Israël depuis longtemps, tu maîtrises l'hébreu, etc. Tes enfants grandissent ici. Tu te sens israélienne complètement, malgré ton engagement? Je me sens franco-israélienne complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis prête à me battre jusqu'au bout pour défendre cette terre-là et que je suis prête à me battre jusqu'au bout pour que la France ne tombe pas en de mauvaises mains. Quand je dis une mauvaise main, c'est vraiment ce qui dénaturerait, parce que je crois beaucoup aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Pour moi, c'est pas juste des mots qui sont écrits sur des mairies. Je crois beaucoup à ça. Je crois au contraire que c'est peut-être une des choses qui manque en Israël. Et je crois beaucoup à ces valeurs-là. Donc je suis prête à les défendre aussi, vraiment. Et je vais les défendre, en fait. Bien sûr. Tu as vécu des moments qui sont plus difficiles que d'autres? Oui. Pour moi, le moment le plus difficile en Israël, ça a été la première guerre du Golfe. Première guerre du Golfe, on se retrouve Tel Aviv et Haïfa sous les Scuds irakiens. Et qu'est-ce qui se passe? Et nous, on est enfermés avec nos 3 enfants, parce qu'entre-temps, il y a un autre petit garçon qui est né. On se retrouve, je revois mon mari en train frénétiquement de fermer la porte. On n'avait pas d'abri, enfin, on est avec du scotch, avec du ruban adhésif, comme si ça aurait pu nous sauver. Et puis surtout, j'entends les télévisions étrangères qui disent c'est une attaque d'ogives chimiques. Alors là, c'est affreux. Là, c'est affreux parce que je suis par terre avec mes enfants, j'essaye de les calmer, et moi, je réfléchis. Et je réfléchis à quoi? Il y a toute l'histoire qui revient. Toute l'histoire. Vous avez tous le masque à gaz à ce moment-là? Bien sûr, on a tous le masque à gaz. Et toute l'histoire revient, et là, c'est très difficile même pour moi d'en parler, c'est que je me dis, je suis sous une attaque chimique en Israël, et en fait, la famille de mon mari, en 1939, ils étaient 700. Ce sont des familles de Haridim. En 1945, ils étaient 2. Ils ont tous fini gazés à Auschwitz. Donc, il y a tout qui revient. Il y a tout ce poids-là, tout d'un coup, tout. Je suis écrasée par l'histoire complètement. Voilà. Ça, c'est dur. Ça, c'est un très mauvais moment. C'est quelque chose qui a été très difficile à oublier? Non, j'ai une chance. C'est la télévision israélienne qui comprend ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils nous mettent l'annonce en disant « N'écoutez pas les télévisions étrangères ». Et à ce moment-là, je me calme. Je me dis que je préfère écouter la télévision israélienne. Comment tu as fait grandir tes enfants? Comme des Israéliens pure souche? Tu leur as parlé français? Tu leur as parlé hébreu? Oui. Souvent, ceux qui arrivent se demandent comment faire. Mais parler une langue, en plus quand on a la chance de parler une langue française, qui est tellement riche. Mais c'est un trésor, la langue française. On a parlé français tout le temps à la maison, tout le temps. Et quand les enfants ont très vite appris l'hébreu, évidemment,
ils étaient en colère contre nous. Je me revois notre fils Yaron me disant, mais tu parles hébreu, tu comprends ce que je dis. J'ai dit, oui, mais non, tu te trompes, je comprends rien. En fait, tous les trois parlent le français. C'est moi qui leur ai appris le français à écrire. On n'avait pas d'école à l'époque, donc c'est moi qui... Il n'y avait qu'une petite école d'ambassade. Donc voilà, c'est moi qui leur ai appris le français. Et maintenant, j'apprends à une de mes petites filles le français. Tes enfants sont restés Ah ici? Oui, complètement, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de chance d'être franco-israéliens. Vraiment. Ils ont très bien réussi tous les trois. Ils ont toutes les espérances. Alors, tu continues tes fonctions, on va dire, politiques. Tu fais beaucoup de choses. Et ce qui va se passer, c'est que je vais être élue en 2000. En juin 2000, je suis élue pour la première fois conseillère des Français d'Israël. Et là, c'est super parce que je vais pouvoir me battre à Paris, face au Quai d'Orsay notamment, pour défendre nos droits. Ça, c'est très important pour moi. Vraiment. Tu as quelques victoires? Ah, mais j'en ai plein. Il aurait fallu faire une liste complète. Oui, mais bon... Il y en a une comme ça dont tu es fière? C'est un tout. C'est sincèrement un tout, vraiment. Je peux dire avec fierté que lorsque je me lève dans l'Assemblée des Français de l'étranger, tout le monde écoute. C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde m'écoute et lorsque je dépose des rapports, ils sont votés à l'unanimité. Je pense que je suis quelqu'un de respecté à l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais c'est une longue histoire, c'est de se battre tout le temps, quoi, tout le temps. Alors il y a quelque chose que tu fais depuis des années, c'est écrire. Tu es passionnée par l'écriture. Oui. Et là, tu viens de sortir un livre aux éditions Ramsay, qui parle d'un sujet qui n'a jamais été abordé dans l'histoire. C'est le regard sur la guerre d'Algérie par les enfants. Les enfants, le regard absolument. Des enfants. En fait, on m'a posé la question depuis quand tu travailles sur ce livre. En fait, ça fait 20 ans que j'écris tous les ans une nouvelle version. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais que les éditeurs ne seraient pas du tout intéressés par cet angle-là, le regard des enfants qui ont vécu la guerre d'Algérie. Et pour pouvoir, en quelque sorte, cacher mon témoignage, j'ai écrit un roman où j'ai caché mon témoignage. J'ai inséré mon témoignage sur cette guerre à l'intérieur du roman. Et ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, personne n'en a voulu, sauf en juillet dernier, où là, le roman arrive fin juillet aux éditions Ramsay. Et j'avais mis en première partie le roman et en seconde partie 10 témoignages. 10 témoignages d'enfants qui, comme toi, avaient été traumatisés par la guerre d'Algérie. De ce que j'appelle mes témoins. Et j'avais monté un échantillonnage d'enfants qui devaient avoir entre 6 ans et 17 ans. Parce qu'à 6 ans, on a déjà des souvenirs, vraiment, de notre environnement. Est-ce qu'on se sent plus, on va dire, légitime, ou est-ce que c'est plus facile d'écrire une histoire pareille, même si c'est une histoire qui n'est pas romancée, qui est une histoire réelle, en étant basée en Israël? Pourquoi pas? Il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai écrit ici, mais j'ai des témoignages de France d'outre-mer, notamment de la Réunion, de Grèce, d'Israël bien sûr, de l'île Maurice, parce que quand il y a eu cette déflagration en 1962, quand nous avons dû fuir, pas tout le monde n'est parti en France. Et je raconte d'ailleurs qu'un jour, je suis au Costa Rica et on est perdu dans une forêt et on entend un guide qui parle un très bon français et qui explique la vie des colibris à un couple de touristes français. Je m'approche, toujours la fanatique de la francophonie, et je lui demande, en fait, il est d'Oran. Mais son père, ayant fait partie de l'OAS, n'a pas pu aller en France en 62. Donc ils se sont enfuis en Amérique centrale. Et en fait, des histoires pareilles, il y en a beaucoup. Des histoires, il y en a partout autour du monde. Et j'ai eu la chance justement de pouvoir les recueillir. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un livre pareil aujourd'hui par rapport à une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, mais qui a entendu des récits de la part de ses parents, voire des grands-parents? Est-ce que ça a une importance? D'abord, on n'a pas parlé. Premièrement, on est très peu à avoir parlé. Très peu. On a fait comme les déportés ensuite. On s'est réfugié dans le silence. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que les traumatismes qu'on a vécus enfant, pour pouvoir être résilient, pour pouvoir continuer à vivre notre vie d'adulte, il fallait absolument enfouir tout ça. Et surtout, personne ne voulait nous entendre. Absolument personne en France. Donc, on n'avait pas le choix. Il fallait tout enfouir en nous et continuer.
Et le plus beau souvenir que j'ai en 43 ans, bien, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, c'est Shabbat, j'annonce à mes enfants, j'annonce que le livre, voilà, il sort le 24 mai en librairie en France. Et les enfants me regardent, me disent, maman, on est très fiers de toi. Et là, c'est moi qui suis sidérée parce que c'est moi qui comprends pas. Et d'abord, on se reçoit jamais des compliments des enfants déjà, mais bon, je suis sidérée. Et ils me disent, je dis mais pourquoi? Ils me disent, mais tu as fait œuvre de transmission. Nous, on a besoin de cette transmission. Et tu as transmis. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, le cercle s'est refermé. Et les témoins qui ont parlé, il y en a 24, ils m'ont dit la même chose. D'abord, ils ont souvent pleuré au téléphone, et quand je les ai interviewés, et ensuite, ils m'ont tous remercié. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils me remerciaient. C'est après que j'ai compris. Oui, je les avais libérés en quelque sorte. J'ai libéré de ce poids. Peut-être celui dont je suis le plus fière du témoignage, c'est le fils d'un harki qui a accepté de témoigner. Et ça a été très difficile. Il m'a fallu 9 mois de recherche, de contact. Et c'est grâce à mes contacts politiques que j'ai réussi, avec des sénateurs des Français de l'étranger, de droite d'ailleurs. À le faire parler. À le trouver, à avoir des contacts, de contacts pour arriver jusqu'à que quelqu'un accepte de parler. L'histoire des harkis a été épouvantable. Nous, on a souffert, mais aussi on a souffert. Donc, voilà, la boucle est bouclée.